Bonjour à tous, bonjour à tous et merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de la durabilité ou son absence et de son impact potentiel sur la finance des entreprises. Et donc, comme d'habitude, on va attendre 2 petites minutes avant de commencer avec Béatrice et de se présenter. Et si, vous le voulez, on va commencer donc par une petite question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Donc tout au long du webinaire, vous aurez accès au chat. Vous pourrez poser vos questions, faire des observations, des compléments d'information. Et puis là, tout de suite, pour introduire, on vous propose de répondre à la question suivante qui est qu'est-ce que pour vous la finance d'entreprise durable? Donc vous avez le chat pour répondre à cette petite question. Alors c'est une vaste question, certes, mais si vous avez une petite phrase pour l'expliquer, on sera ravi de savoir ce que vous en pensez. On vous sollicitera une ou deux fois dans le webinaire pour répondre à des questions, exprimer vos avis. Et puis, comme je vois que on a de nouveaux participants, je répète la bienvenue à tous. Je répète que vous avez le chat donc pour répondre à cette petite question d'introduction avant qu'on commence avec Béatrice. Donc aujourd'hui, on a Agnès avec nous, Charlie, Delphine, Elisabeth, Frédéric, Hélène, Isabelle, Jean-Philippe, Jean-François, Ségolène. Bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer dans une petite minute. Guillaume aussi, Alixia. Merci Isabelle pour cette réaction. Le fléchage des investissements ou prêts vers des entreprises soucieuses de leur impact environnementaux et sociaux ayant en place une stratégie RSE. Ça paraît être un bon résumé. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci encore à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire donc sur la question de l'impact, de la durabilité et son impact sur la finance d'entreprise. Donc pour me présenter, moi je suis Alexandre Cornu en charge du département transition écologique qui s'appelle Climate Leadership, donc chez Connection Leadership. Et donc je m'occupe de concevoir avec nos clients en accompagnement de la transformation sur les enjeux de RSE, des missions qui les aident à avancer sur ces sujets. Et aujourd'hui, on a Béatrice qui va pouvoir se présenter elle aussi. Bonjour à tous et toutes, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc en 2 mots, j'ai été DAF pendant une quinzaine d'années. Ensuite, je suis devenue directrice RSE et bien évidemment, j'ai eu envie de mixer les deux dimensions, finance d'entreprise et durabilité. Donc, j'ai créé ma structure qui s'appelle SFC, Sustainable Finance for Corporations. Et donc, je vais avoir grand plaisir aujourd'hui à vous expliquer un petit peu ce que je mets derrière ce terme de finance durable d'entreprise. Merci beaucoup, Béatrice. On a donc Delphine aussi. Merci pour votre réaction sur la Ouais. question. Je vais pouvoir commencer à introduire Connection with Leadership très rapidement et puis après on basculera dans le vif du sujet. Donc là, l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu l'ensemble des activités de Connection Leadership qui sont des activités de transformation, euh, transformation d'entreprise à un niveau holistique puisqu'on intervient à la fois sur les enjeux techniques de la transformation, les enjeux métiers, et puis sur les enjeux humains de la transformation, les aspects de change management,
de façon à avoir donc, comme je le disais, une intervention holistique. Et donc, comme vous le voyez, on intervient sur de très nombreux sujets. Historiquement, on a accompagné beaucoup de cas de transformation digitale, de transformation liées à des situations de crise, des situations de fusion, des situations d'hypercroissance. Et depuis quelques années, on accompagne aussi des transformations en lien avec la RSE, évidemment, qui sont clés aujourd'hui pour des entreprises donc plus robustes et plus durables. Euh, on intervient avec plus de 150 consultants à travers la France, qui sont pour la plupart des consultants expérimentés et qui sont tous des consultants qui ont une vie avant opérationnelle en entreprise et qui sont donc très conscients de quels sont les freins et au contraire les appuis possibles pour réussir des transformations d'entreprise. Et on a une approche aussi assez particulière du fait qu'on intervient très souvent en binôme pour avoir justement cette dimension expertise technique et expertise humaine. Et le coaching fait partie des outils qu'on utilise de façon transverse, que ce soit en conseil, en formation, en recrutement aussi. On utilise des prestations de coaching ou des techniques de coaching qui vont permettre de faciliter les changements et de les ancrer dans la durée surtout. On a une diversité de clients très importante, avec des tailles d'entreprises très importantes. Ça va du cabinet d'avocats d'une dizaine de personnes jusqu'à la multinationale, et sur des secteurs aussi très différents. On a traité quasiment tous les secteurs et on a travaillé avec 120 clients jusqu'à présent. Pourquoi la transformation holistique est particulièrement importante dans le cadre de la RSE et de la transition écologique? C'est parce que peut-être qu'encore plus que d'autres sujets, la transition écologique est éminemment à la fois technique. On parle d'enjeux qui sont très scientifiques, très techniques sur la décarbonation, sur des enjeux techniques sur les aspects financiers, comme on va le voir aujourd'hui, et financiers ou réglementaires. Mais c'est aussi des enjeux éminemment humains, puisque ça fait appel à des convictions profondes qui peuvent être ancrées en chacun de nous, des façons de fonctionner, des façons de travailler ancrées. Et pourquoi Connection Leadership a des techniques qui sont aussi particulièrement adaptées à travailler sur ces enjeux-là, c'est parce que le changement s'appuie sur des émotions et il y a énormément d'émotions qui interviennent dans les enjeux de transition écologique et de RSE. C'est comme ça qu'on fait bouger à la fois des directions, des strates de management et des salariés dans l'ensemble des entreprises. Donc on va euh, voir aujourd'hui comment traiter cela dans le cadre de la finance d'entreprise. Et puis, un dernier point sur ces webinaires qui sont mensuels. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez une participation qui peut être régulière. Pour d'autres, c'est le premier auquel vous participez. Donc, pourquoi on a lancé ces webinaires depuis maintenant quasiment un an? C'est pour tout simplement donner des premières clés de lecture à des personnes qui s'interrogent sur comment lancer une démarche de transition écologique ou de RSE, ou sur un sujet plus technique, là encore, comment commencer, comment avoir des cas concrets aussi. Parfois, on a l'impression que on est les seuls à se poser ces questions-là ou que on n'a pas d'exemple. L'idée, c'est aussi de donner des exemples assez concrets de ce qui peut se passer et pour encourager aussi à suivre des exemples concrets d'entreprises qui ont réussi à faire leur premier pas dans la transition. Donc voilà, je vais laisser la parole à Béatrice et elle va donc vous présenter son approche de la finance d'entreprise durable. Alors, donc effectivement, la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment la durabilité, ou à l'inverse son absence, se traduit dans les finances des entreprises, au bilan et dans le compte de résultat. Alors, en préambule, je voudrais quand même rappeler une chose qui est une évidence pour certains d'entre vous probablement, mais c'est que les risques environnementaux sont les principaux risques mondiaux à horizon de 10 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui s'appelle le Global Risk Report 2024 du Forum économique mondial et qui a été repris par France Invest.
Donc, ces nouveaux risques environnementaux, très clairement, la conséquence, c'est qu'ils remettent en question le principe de la mutualisation, qui est un principe fondateur en assurance, puisque en vertu de ce principe de mutualisation, c'est les cotisations de tous qui permettent de rembourser les sinistres de quelques-uns. Et en France, on était à 2 milliards dans les années 2000. Sauf que le petit souci, c'est qu'on a triplé, on est passé à 6 milliards dorénavant dans les années 2020. Et donc, du coup, se pose la question du maintien de ce principe de mutualisation. Est-ce qu'on le fait en augmentant les cotisations de tous, ce qui ne nous réjouit pas, ou est-ce qu'on le fait en diminuant l'indemnisation des sinistrés? Donc, du coup, face à ce constat, on voit bien que les entreprises sont face à un double enjeu d'assurabilité face à ces nouveaux risques environnementaux. Le premier, c'est de réussir à trouver une compagnie d'assurance qui accepte d'assurer. Et je rappelle que d'ores et déjà, il y a des immeubles en France et ailleurs, et il y a des communes qui ne parviennent plus à s'assurer, qui ne trouvent plus d'assureurs, et pour certaines d'entre elles qui parviennent à s'assurer, mais à des conditions qui ne sont économiquement pas tenables et pas acceptables. Alors, quelle est la solution face à ce constat? Il y a une solution principale qui sont les politiques d'adaptation que les entreprises les plus avancées commencent d'ores et déjà à mettre en place. Mais quel est le lien entre une politique d'adaptation et le prix que l'on paye dans sa prime d'assurance et la capacité à trouver un assureur? C'est que le fait d'avoir une politique d'adaptation digne de ce nom, ça permet de faire baisser le niveau d'exposition au risque de l'entreprise. Et pour un assureur, quand un niveau d'exposition baisse, eh bien, très clairement, il est en capacité, d'une part, d'assurer et d'autre part, d'assurer à des conditions acceptables. Donc, tout ça pour illustrer quelque part par un lien de cause à effet, le cheminement entre le point de départ, les risques environnementaux qui existent dorénavant et les conséquences sur l'enjeu d'assurabilité et puis, in fine, sur la prime d'assurance. Les autres solutions, il y en a d'autres qu'on ne pourra pas développer aujourd'hui, mais que je peux potentiellement, avec grand plaisir, développer avec vous le jour venu. Ces autres solutions sont évidemment la prévention, l'atténuation. Il faut penser aussi aux investissements des assureurs dans l'adaptation et l'atténuation, à l'auto-assurance, qui est un décret de juin 2023 spécifique à la France, aux captifs d'assurance et de réassurance, à l'assurance paramétrique, au régime CatNat, où il y a beaucoup à dire, et puis le cas échéant au cas de bande qui équivaut à l'intervention des marchés financiers dans les mécanismes d'assurance. Et l'idée, donc, c'était de voir que pour ces différentes solutions, il y a la possibilité de proposer des programmes, effectivement, de formation très ciblés ou d'accompagnement très Voilà, ciblé exactement. aussi. Et ou d'accompagner une entreprise dans la mise en place de ces programmes d'assurance. Alors, l'assurabilité, c'était un peu le préambule du sujet. Donc maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif, le bilan. Comment la durabilité ou son absence se traduit dans un bilan et par extension dans la valorisation d'une entreprise. On vous proposait, du coup, pour introduire le sujet, de répondre à cette question. Là aussi, dans le chat, on vous laisse une minute pour, d'après vous, répondre à comment la durabilité se traduit dans le bilan et dans la valorisation de l'entreprise. Donc, on vous laisse une petite minute pour répondre dans le chat et puis on continue, on enchaîne. Alors, je vous donne un indice. Il y a des effets positifs et des effets négatifs. En général, on pense peut-être plus aux effets négatifs qu'aux effets positifs. Mais il y a les deux. Et c'est bien là ce qui rend passionnant le sujet. Pas de réponse pour le moment, mais vous avez le chat qui est ouvert à tous. N'hésitez pas à mettre vos avis. Alors, continuez effectivement peut-être de réfléchir. Voilà, donc je vais vous proposer un premier élément de réponse et je vais essayer de vous l'illustrer en vous démontrant la chaîne des causes-conséquences. Euh, les actifs
notamment les actifs immobilisés qui sont au bilan, ça peut être des actifs corporels, mais pas que, pourront subir à l'avenir des pertes de valeur en l'absence de plan d'adaptation aux risques climatiques. Et il y a deux chaînes de causes-conséquences. Il y a celle qui est tout en haut avec la flèche bleue, et il y a celle qui est tout en bas à droite avec une autre flèche bleue. Prenons le point de départ d'un risque climatique physique, par exemple une inondation. Euh, Imaginez une entreprise qui se retrouve dans une zone inondable. Il est clair qu'au bout d'un moment, son assureur va venir la voir pour lui dire, bon, écoutez, vous avez eu une première inondation, une deuxième, une troisième. Euh, je vais avoir des difficultés, moi, assureur, à continuer à vous assurer à l'avenir. Voilà, donc au bout d'un moment, l'entreprise va se retrouver en difficulté pour trouver une assurance. Et très clairement, un actif, j'ai pris un exemple simple d'un actif immobilisé d'un bâtiment, un actif qui ne peut pas être assuré, vous imaginez bien que vous n'allez trouver en face aucun acheteur, à peu de choses près, qui serait prêt à acheter un actif, un bâtiment qui ne peut pas être assuré. Il faut être bien clair. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer en fin d'année dans l'arrêté des comptes? euh, L'expert comptable et ou le commissaire aux comptes vont se retrouver à proposer des dépréciations dans les comptes. Des dépréciations qui peuvent être tout à fait significatives, puisque intrinsèquement, le bâtiment n'étant plus assurable, il n'a plus de valeur, ou quasiment plus. Donc ça, c'est la première chaîne cause-conséquence. La deuxième, en tant que chef d'entreprise, vous allez réfléchir à ce qu'on appelle les investissements d'adaptation. Donc, je le rappelle, les investissements d'adaptation, ce sont les investissements qui vont permettre de réduire le niveau d'exposition de l'entreprise afin de continuer à être assuré. Mais dans la mécanique financière, qui dit investissement dit aussi recherche de financement. Et on sait que les investissements d'adaptation peuvent être quelquefois extrêmement lourds. C'est pour ça qu'on appelle ça des investissements. Recherche de financement, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, ça peut être des fois très compliqué, ça dépend de la bonne santé financière de l'entreprise. Et en fonction de sa plus ou moins bonne santé financière, la banque va prêter ou elle ne va pas prêter. Si elle ne prête pas, ce sont les investissements d'adaptation eux-mêmes qui ne vont pas être faisables. Et donc, à partir d'un constat d'une incapacité à trouver des financements sur le marché financier, on en revient par la flèche en bas à droite à une perte de valeur du bâtiment, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir de financement, vous ne pouvez pas investir, et donc finalement, vous revenez quelque part à la case départ. Alors ça, c'était pour les aspects plutôt négatifs. Et maintenant, j'ai surtout envie de vous parler de ce qu'on appelle des aspects plus positifs, des nouveaux actifs environnementaux, c'est-à-dire des actifs qu'il est possible de créer dans un bilan et qui, de ce fait, contribuent finalement à donner de la valeur dans le bilan et donc aux actionnaires. Alors, ce sont des actifs que vous connaissez, les quotas d'émissions carbone, les crédits carbone, les certificats de biodiversité, les crédits plastiques. Moi, je suis intimement convaincue qu'il y a d'autres crédits et certificats qui vont se créer dans les années ou dans les décennies qui viennent sur des nouveaux enjeux ou sur de nouvelles ressources. Tous les exemples que je vous cite là, les règles comptables les définissent. euh, Définissent sa comptabilisation. En l'occurrence, c'est dans les stocks à l'actif. On va continuer de dérouler. Voilà. Et pourquoi est-ce que pour une entreprise, ça peut être une source de création de valeur? On va le voir à travers un exemple simple d'une société A qui a un impact positif et d'une société B qui a un impact négatif. Cette société A qui a un impact positif, elle peut potentiellement produire, mettre en œuvre et proposer sur le marché des certificats biodiversité, des crédits carbone, parce que son activité et son modèle économique lui permet d'être une entreprise à impact positif. Et bien évidemment, on le voit, ce genre de certificats et de crédits sont achetés par des entreprises qui ont des impacts négatifs, comme par exemple la société B. Et la société B, elle va verser du cash à la société A. Donc là, dans mon exemple, on se trouve avec un cas d'externalité positive qui crée des actifs au bilan, et quelque part tant chez A que chez B, parce que A, elle crée
un peu comme si elle fabriquait quelque chose. Elle crée, elle fabrique les certificats et les crédits. Euh, donc elle les met à son actif et puis ensuite elle les vend et en contrepartie de ça, elle encaisse du cash. Le cash est en lui-même un actif. Et puis la société B, elle achète, donc forcément là, il n'y a pas de question à se poser, ça va aussi euh, à son actif. Dans les externalités négatives, il ne faut pas oublier qu'elles peuvent créer des passifs au bilan, par exemple toutes sortes de provisions, les provisions pour pollution, pour prendre un exemple extrêmement simple, qui est d'ores et déjà prévu par le code comptable. Donc là où je veux vous emmener, c'est vraiment dans le fait qu'il y a un lien financier de plus en plus clair entre les externalités positives et la notion d'actif au bilan, et les externalités négatives et la notion de passif et de provision. Et in fine, ce que je veux mettre en exergue sur ce slide, avant le slide sur la valorisation, c'est le fait que les impacts d'une entreprise, c'est-à-dire ses externalités, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, sont en train de plus en plus de s'internaliser dans le bilan et de se monétariser. C'est-à-dire qu'on leur donne une valeur monétaire en euros et c'est aussi parce qu'il y a une monétarisation qu'on peut intégrer ça dans le bilan des entreprises. Pour bien comprendre le concept, il faut imaginer une horloge. Vous imaginez que le cadran droit, ce sont les impacts positifs ou négatifs de l'entreprise sur l'environnement. L'entreprise se situe en position midi et par exemple l'environnement se situe en position 6 heures. Et après, l'aiguille de l'horloge, elle continue à tourner. Et là, vous rentrez dans la mécanique d'internalisation et de monétarisation de ces externalités dans le bilan de la société. Donc, on a parlé de bilan. En général, le bilan, c'est l'un des éléments qu'on utilise pour valoriser une société, même s'il n'y a pas que ça. Et donc, cette fois, sous la facette, sous l'angle valorisation d'une entreprise, j'ai envie de vous partager quelques extraits d'un livre blanc de France Invest. Alors, je rappelle que France Invest, c'est une association professionnelle qui regroupe 400 à peu près sociétés de gestion d'actifs et à peu près 200 sociétés de conseil. Et la mission de France Invest, c'est d'aider, d'accompagner les initiatives en faveur de la durabilité de la part des clients qui sont accompagnés par ces sociétés de gestion et par ces sociétés de conseil. Donc, le livre blanc de France Invest est sur le thème RSE et création de valeur dans le capital investissement. J'aime beaucoup le paragraphe qui suit. Une entreprise qui n'a pas mené une politique de transition durable de son business model a en effet une forte probabilité que son multiple de valorisation soit impacté à la baisse sur le long terme. Je pense très sincèrement, pour l'avoir vécu en tant que DAF ces dernières années, que nos dirigeants d'entreprise ne sont absolument pas conscients de la perte de valorisation que leur entreprise peut subir en ne mettant pas en place une politique de durabilité, une politique de transition durable digne de ce nom. Et le cas échéant, je me fais fort de leur démontrer par A plus B. Autre extrait de ce rapport, la dynamique réglementaire sera ainsi à terme un important levier facilitateur de quantification de la RSE. On parle de quantification de la RSE et d'internalisation des externalités négatives par le marché. Et dernier point, la standardisation du reporting de durabilité, donc typiquement ce que permet de faire la CSRD, va permettre une mesure quantitative du lien entre la performance RSE et la performance financière. Et alléluia, nous y sommes. C'est une dynamique qui est en train de se mettre en œuvre et qui est en train de progresser. Et maintenant, je vais envie de vous poser la même question, mais cette fois sur le compte de résultat, c'est comment la durabilité ou son absence se traduit dans un compte de résultat et dans la rentabilité. Alors c'est peut-être plus simple que la question sur le bilan, parce qu'au vu de vos expériences respectives, vous avez peut-être des idées par rapport à l'impact que ça peut avoir sur le chiffre d'affaires, par rapport à ce qui peut se passer sur les charges d'exploitation. Donc voilà, on vous laisse quelques instants pour répondre. Philippe, oui, qui nous donne l'exemple des économies d'énergie.
Alixia, le prix des matières premières également, qui ont des résultats. François-Xavier, les frais des intérêts des emprunts. Oui, tout ça est vrai, tout ça est vrai, mais ça va bien au-delà simplement des économies d'énergie. Alors, j'ai envie de vous proposer en premier lieu une étude du BCG, Boston Consulting Group, qui date de septembre 2024 et qui démontre par A plus B que la décarbonation est rentable. Alors, elle n'est pas rentable rien qu'un peu. Les gains sont de plus de 3% du chiffre d'affaires pour 68% des entreprises et les gains vont même jusqu'à 7% du chiffre d'affaires pour 25% des entreprises. Et là, j'ai mes vieux réflexes de DAF qui reviennent tout de suite. Moi, l'époque où j'étais DAF, si on m'avait dit il y a une solution qui peut rapporter plus de 7 points de rentabilité, j'avoue que là, tout de suite, je fonce et je demande à en voir plus. Ce qui est d'autant plus intéressant dans cette étude, c'est qu'elle est particulièrement robuste puisqu'elle porte sur un périmètre de 2000 entreprises de tout secteur de 27 pays et qui représente 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'après les calculs du BCG. Donc c'est assez conséquent, assez éloquent, effectivement. Oui. Un DAF, on va passer au slide suivant, mais par définition, il est en permanence en train de chercher du point de marge, entre autres. Alors, comment cette performance est-elle possible? L'étude met en évidence trois principaux facteurs de rentabilité de la décarbonation qui sont illustrés par le graphique qui est à droite. Le premier, c'est la réduction des coûts d'exploitation. Donc, la réduction des coûts d'énergie s'inscrit dans cette réduction des coûts d'exploitation, mais les coûts d'exploitation, c'est beaucoup plus large. Il faut englober également toutes les économies de coûts qui vont résulter des efforts de sobriété et de circularité sur les matières premières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les hausses évitées de taxes dans les zones, dans les pays où des taxes carbone ont été mises en place. Il faut quand même se dire une chose, c'est que tous les pays vont y passer tôt ou tard. Et le troisième point, ce sont des revenus supplémentaires grâce à l'argument d'une empreinte carbone réduite des produits. Toujours sur le chapitre de la réduction du coût d'exploitation. Euh, je voudrais vous citer cette étude de McKinsey qu'on ne présente pas. Euh, en l'occurrence, Mathieu Dussu, qui est l'associé spécialisé dans la construction. Une optimisation purement centrée sur la conception peut générer 10 à 15% d'économie d'un projet de construction. 10 à 15% d'un projet de construction, c'est juste énormissime. Si l'optimisation adresse toutes les composantes d'un projet et pas seulement les spécifications techniques, on peut atteindre les 15-20%. C'est un exemple certes très centré sur la construction, euh, mais j'ai toute confiance dans les capacités de McKinsey dans ce qu'il dit. Alors, en synthèse, je vous présente à droite un compte de résultats avec des grandes masses, chiffre d'affaires, charges d'exploitation, OPEX, comme on les appelle dans le langage courant, amortissement, dépréciation, impôt sur les sociétés. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu, notamment en m'appuyant sur l'étude du BCG, comment un compte de résultats à l'avenir va potentiellement pivoter et quelles sont les grandes tendances qui vont se mettre en œuvre. Déjà, au niveau du chiffre d'affaires, on a vu avec l'étude du BCG qu'il pouvait y avoir des revenus supplémentaires grâce à l'argument d'une empreinte carbone réduite des produits, grâce aussi au jeu de la concurrence entre des entreprises qui ont une soutenabilité forte, qui du coup peuvent aller prendre des parts de marché, et ce face à d'autres qui n'ont pas de soutenabilité forte et qui, dans certains secteurs d'activité et dans certains marchés, du coup, vont perdre des parts de marché. Le jeu de la concurrence sur ce point peut être, je pense, assez redoutable. Sur le niveau des charges d'exploitation, les OPEX, le troisième point est très important. C'est ce qu'on appelle l'inflation verte. Il va y avoir à l'avenir des hausses de prix qui vont découler du processus de transition écologique, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'eau, mais que ce soit d'une manière générale sur toutes les ressources et sur toutes les matières premières. Parce qu'on sait très bien qu'on va être en insuffisance de ressources premières si on ne va pas
suffisamment vers la circularité et on sait que dans un premier temps, on n'ira vraisemblablement pas suffisamment vers la circularité. Donc, on va avoir ce mécanisme d'inflation verte. Dans des métiers, notamment qui ont des faibles marges, l'inflation verte, ça peut tuer l'activité, tellement la marge est d'ores et déjà faible. Donc, la solution, c'est quoi? Ça va être de consommer coûte que coûte moins de quantité. Donc, de réduire les coûts d'exploitation à travers des économies sur la quantité d'énergie consommée, et puis à travers aussi des économies sur la quantité de matière consommée. Les économies vont résulter des efforts de sobriété et ou de la circularité sur les matières premières. Là où je veux vous emmener, c'est dans une logique typique de contrôleur de gestion, où l'inflation verte, on appelle ça un, un effet prix défavorable, défavorable parce qu'il a un impact négatif sur la marge. Et puis, à l'inverse, les économies de ressources utilisées, énergie et autres, vont avoir ce qu'on appelle un effet volume favorable. Donc, ça veut dire que quand on est une entreprise exposée à la transition, il va falloir, il va falloir que les équipes finance et les équipes durabilité conjointement œuvrent pour essayer de piloter du mieux possible ces deux effets, un effet prix défavorable avec un effet volume favorable, de façon à ce que les deux, au mieux, se neutralisent. Donc, on parvienne à neutraliser l'inflation et que peut-être même qu'on aille au-delà de la simple neutralisation et qu'on parvienne, grâce à la durabilité, à générer un effet positif sur la marge, c'est-à-dire qu'on parvienne à plus que compenser euh, l'inflation verte. Ça, c'est une première tendance de fond. La tendance de fond suivante, c'est celle des amortissements et des dépréciations. On est tous d'accord pour dire que la durabilité, ça va nécessiter des investissements très importants, qui sont évalués globalement à 100 milliards d'euros chaque année à l'échelle de la France. C'est 3 à 4 du PIB français. Et tout ça va se cascader, bien évidemment, au niveau des entreprises, aussi des particuliers. Qui dit investissement dit amortissement. Donc, ça veut dire que dans la ligne bleue amortissement des entreprises, cette ligne, globalement, elle va grandir, elle va s'étoffer. Si on veut à l'avenir réussir à maintenir un même niveau de résultat net, moi j'ai un peu de mal à y croire, mais admettons que ce soit l'objectif. Ça veut dire que la croissance de cette ligne amortissement, il va bien falloir la compenser par une autre ligne du compte de résultat. Et là, on reboucle quelque part sur la ligne en vert des charges d'exploitation, des OPEX, sur la ligne en orange du chiffre d'affaires. Je n'ai pas parlé de la masse salariale parce que je considère que c'est un sujet tellement important de l'humain qui est derrière que je la laisse volontairement de côté aujourd'hui. Mais vous cernez bien tous les enjeux qui se mettent à l'œuvre en termes de pivot du compte de résultat, comment ça va pivoter. Et une dernière ligne, c'est sur la ligne impôt sur les sociétés. Alors, j'ai mis un petit signe moins dans la colonne de gauche. Ça, j'en ai pas parlé, il y a des signes plus et des signes moins. J'ai mis un signe moins, ça peut être un signe plus aussi. L'éco-conditionnalité, ça désigne le fait que, inexorablement, les impôts, les taxes que nous payons vont petit à petit être adossés et conditionnés par des critères de durabilité. On ne le sait pas suffisamment, mais quelque part, c'est déjà à l'œuvre. Quand on achète notre carburant, il y a des taxes sur le carburant, vous le savez tous, mais ce qu'on sait moins, c'est que dans ces taxes sur les carburants, il y en a une partie qui est adossée à des critères d'émissions de gaz à effet de serre. La fameuse taxe carbone qui a fait bondir les Gilets jaunes il y a quelques années, c'était déjà à l'époque une histoire d'éco-conditionnalité des taxes sur le carburant. Donc voilà un petit peu comment ça peut pivoter. Et maintenant, dans la dernière partie, j'ai envie de vous partager, mais comment, in fine, concrètement, comment faire, comment on s'y prend pour piloter la triple valeur, les trois paramètres en même temps, les trois capitaux environnementaux, sociaux et financiers. Alors ça va sans dire, et ça va encore mieux en le disant, mais de toute façon, il faut basculer vers des modèles économiques, vers de nouveaux modèles économiques, de modèles durables.
Donc, dans ce webinaire, on ne va pas parcourir ensemble le graphe qui est à droite, qui est issu de la CCI de Paris, mais juste pour illustrer le propos, je vais prendre un exemple extrêmement simple relève de l'économie circulaire ou plus précisément de l'économie servicielle, l'économie de la fonctionnalité. Vous connaissez tous probablement l'exemple de l'industrie automobile, où dans l'économie dite traditionnelle, l'objectif du constructeur, c'est de vendre la plus grande quantité de véhicules, alors que dans l'économie de la fonctionnalité, le constructeur reste propriétaire du véhicule, donc il vend que l'usage du véhicule, et donc son objectif est de maximiser le nombre total de kilomètres facturés par véhicule. Donc on voit bien que son intérêt est que les véhicules durent le plus longtemps possible, et c'est en cela que ce modèle de l'économie de la fonctionnalité contribue à limiter la consommation de ressources nécessaires à la fabrication des véhicules. Donc ça, c'est un prérequis. Ensuite, ce que je veux vous partager, c'est que il va être indispensable dans les entreprises d'intégrer, de fusionner le plus possible les cycles financiers avec les cycles extra-financiers, c'est-à-dire les processus financiers avec les processus extra-financiers. Vous avez en bleu le cycle financier et j'ai mis en vert le cycle extra-financier et je vais vous montrer que on peut parfaitement raccorder les deux. Le point de départ d'un cycle financier, très traditionnellement, c'est la clôture des comptes. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est que de mettre en face, en regard, au titre du cycle extra-financier, la collecte des données extra-financières. On sait qu'on a besoin de collecter ces données, ne serait-ce que pour les rapports de durabilité. L'étape suivante dans le cycle financier, c'est traditionnellement le reporting, où on va comparer ce qui vient de la compta, donc le réel, par rapport à l'année N-1 et par rapport au budget. Typiquement, le reporting financier, il a son pendant dans le reporting extra-financier. La différence, elle est juste peut-être dans le fait que les granularités temporelles ne sont pas exactement les mêmes. On est peut-être sur une granularité mensuelle quand on est en financier, peut-être sur une granularité plus semi-annuelle, voire annuelle quand on est en extra-fi. Mais l'important pour arriver à mettre les deux univers, les deux capitaux, les triples capitaux sur le même positionnement, c'est de mettre les flux ensemble et aussi, autant que possible, à mon sens, dans les mêmes outils. Ensuite, une fois qu'on a un reporting, on identifie là où il y a des écarts, favorables, défavorables. Donc souvent, les contrôleurs de gestion vont élaborer des plans d'action à caractère financier avec leurs homologues opérationnels. Mais là aussi, en langage extra-financier, il y a des plans d'action. La CSRD les demande. Ce sont des plans d'action à caractère environnementaux et sociaux. Mais on sait très bien que si on veut que ces plans d'action vivent et soient pertinents, il faut les coupler avec la dimension financière. Combien ça coûte, certes, mais surtout combien ces plans d'action environnementaux et sociaux rapportent. Et puis de même, il ne faut pas que les plans d'action financiers vivent leur vie dans leur coin sans prendre en compte les plans d'action à caractère environnementaux et sociaux. Et puis, je continue de dérouler le cycle financier, mais une fois qu'on a des plans d'action qui sont à peu près quantifiés, ben, on va chercher à les refléter, généralement dans un forecast quand on est en cours d'année, en budget quand on est en processus budgétaire et en plan quand on est plus dans une logique stratégique. Et on a également en extra-financier cette logique, on a une logique de, par exemple, de budget carbone, de trajectoire carbone à respecter pour s'inscrire dans une trajectoire durable. Donc pour moi, c'est extrêmement limpide. Les deux cycles, les deux processus sont dorénavant totalement fusionnables. Et en langage financier, on appelle ça l'enjeu de connectivité entre les données financières et les données extra-financières pour faire un focus sur la partie données. Vous avez bien compris qu'il y a la partie cycle et processus et qu'il y a la partie données. Et elles aussi, les données financières et extra-financières, elles doivent se connecter et se parler autant que possible. Au-delà du cycle, des processus et des données, il va être nécessaire d'imaginer, de développer de nouveaux indicateurs afin de piloter la triple valeur. Donc, je vous partage un exemple qu'utilise Decathlon. Moi, j'aime beaucoup ce ratio marge divisé par quantité d'équivalent CO2. Au numérateur, on a le pilier financier. Au dénominateur, on a le pilier environnemental.
Ce ratio est utilisé par Decathlon pour mesurer la durabilité d'une offre. Ce ratio, on peut l'améliorer de deux manières. Classiquement, en améliorant la marge, certes, et puis un peu moins classiquement, et c'est là où ça devient très très intéressant, en réduisant la quantité de CO2 émis, puisque à marge égale, en réduisant cette quantité d'équivalent de CO2, eh bien, on peut parvenir à améliorer ce ratio. Il existe beaucoup d'autres indicateurs. Le but, c'est pas de vous les citer. Le nombre d'ETP par équivalent CO2, la part du chiffre d'affaires lié à la circularité, le nombre d'usages afin d'inciter à l'allongement de la durée de vie, le prix de la réparation sur le prix de vente neuf. On sait par exemple dans le domaine vestimentaire que globalement, le prix d'une réparation ne doit pas dépasser le tiers du prix de vente du produit à l'état neuf. Et puis, un dernier outil, qui n'est pas tellement un indicateur, mais peut-être plus un outil, c'est la notion de prix interne. Alors, on connaît classiquement les notions de prix interne sur le carbone et sur l'eau. Michelin, par exemple, a des prix internes sur l'eau dorénavant. Mais très sincèrement, moi, en tant que DAF, je pense qu'on peut mettre des prix internes sur beaucoup de sujets, beaucoup de ressources, beaucoup de matières premières, de façon justement à encourager la sobriété et de façon justement à être dans l'anticipation d'une hausse du prix des ressources. Donc, je pense que les prix internes ont des effets extrêmement vertueux sur les bonnes pratiques des entreprises vis-à-vis des ressources. Tu peux clarifier peut-être le mécanisme de ça pour Michelin, dont tu parles de prix de l'eau, comment ça se passe ce prix interne? Alors, chez Michelin, concrètement, le prix de l'eau sur facture, c'est 0,9 euros du mètre cube, ce qui me fait dire d'ailleurs que c'est un prix quand même très favorable. C'est le prix Euh, qu'ils payent donc à la compagnie d'eau. voilà, c'est le Mhm. prix qui est payé, comptablement parlant. Mais le prix interne, c'est 5 euros du mètre cube. Et dans les projets d'investissement en faveur des économies d'eau, c'est 5 euros du mètre cube qui est utilisé parce que ça permet de valoriser les économies d'eau résultant de cet investissement à 5 euros le mètre cube plutôt qu'à 0,9 euros le mètre cube. Et donc, financièrement parlant, ça permet de beaucoup mieux valoriser le retour sur investissement de ce projet d'investissement qui, du coup, serait moins rentable à 0,9 euros du mètre cube. Sauf qu'on sait que petit à petit, le prix de l'eau va monter. Il ne va jamais rester à 0,9 euros du mètre cube. Voilà la mécanique financière. J'ai envie de vous soumettre aussi un exemple concret d'entreprises qui se sont engagées dans la durabilité. C'est Nexan, qui est le spécialiste de l'électrification durable et qui a réussi une triple performance sur les trois capitaux. Donc tout d'abord sur le capital financier, puisqu'en termes de rentabilité, il a réussi en quelques années à doubler son EBITDA. Donc l'EBITDA, c'est un niveau de résultat qui est un peu au-dessus du résultat d'exploitation, c'est avant les amortissements. Et il est passé de 325 millions d'euros en 2018 à 670 millions d'euros en 2023. Et la valeur de l'entreprise, qui était de moins 1 milliard d'euros en 2018, en vaut dorénavant 6 milliards. Et je précise que Nexans, une entreprise du CAC 40, fait à peu près 8 milliards de chiffre d'affaires chaque année. Sur les capitaux environnementaux et sociaux, tout d'abord, l'environnement, il y a une réduction des émissions carbone par rapport à 2019, de moins 37% sur les scopes 1 et 2, de moins 36% sur le scope 3. Ils ont mis en place l'économie circulaire du cuivre et Christopher Guérin, qui est le CEO de Nexan, dit clairement que pour lui, la croissance de demain, ce sont les déchets d'aujourd'hui, y compris les déchets de cuivre. Ils ont réussi à améliorer la productivité grâce à la simplification. Donc, ils ont coupé 70% du portefeuille client, ils ont enlevé 30% des références produits. Une entreprise qui est en permanence dans l'innovation technologique et en faveur notamment de la qualité et de la fiabilité. Et sur le plan social, ils ont fait un gros travail d'engagement des équipes parce qu'ils se sont rendus compte que les narratifs qui étaient proposés, les narratifs sur la durabilité qui étaient proposés par les directions d'usines aux ouvriers n'étaient pas compris. Par exemple, parler de baisse des volumes à la population des ouvriers. Les ouvriers avaient entendu licenciement.
Et donc, en fait, il a fallu vraiment expliquer avec beaucoup de pédagogie ce que signifie baisse des volumes et que ça ne signifie absolument pas licenciement, pas du tout. Oui, c'est ça, ce qu'ils ont fait, c'est avant tout une logique de diminution du chiffre d'affaires Oui, au profit de la rentabilité et au profit de la circularité, en fait. voilà. Et même pas une diminution du chiffre d'affaires, c'est juste un maintien du chiffre d'affaires à 8 milliards, donc pas de croissance du chiffre d'affaires, mais une croissance de la rentabilité. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce slide, mais c'est juste pour vous illustrer que je vous ai partagé quelques leviers, mais il en existe beaucoup d'autres. Dans le sujet des prix externes des ressources, il y aurait beaucoup à dire, notamment sur l'éco-efficacité opérationnelle, sur la dépendance à des services écosystémiques qui sont à l'origine gratuits, mais qui vont devenir petit à petit payants, puisque nos écosystèmes sont en partie détruits, sur la rémunération des services environnementaux, sur l'inflation verte, sur les achats durables, est-ce que c'est plus cher, moins cher, sur le true price, et également sur la partie prenante collaborateurs. Euh, également, je peux proposer un cas pratique qui consiste à comparer le compte de résultat d'une société qui s'appelle Oldco, qui relève de l'ancien paradigme, comparé à Newco, qui relève du nouveau paradigme, comme vous l'avez compris, qui s'inscrit donc dans la durabilité. Donc ça, c'est bon, notamment à tester en formation ou en Voilà. accompagnement, là aussi, sur ces différentes thématiques qui peuvent vous aider à progresser sur ces enjeux-là, avec une dimension de collaboration entre la RSE et et la direction financière, notamment, ou la direction générale, évidemment. Les directions produits aussi, quand il s'agit d'innovation produit, Mm. direction industrielle ou de production lorsqu'il s'agit de dynamique de diminution d'impact de la production. Si vous avez par exemple aussi des conseils d'administration ou des instances de supervision et vous sentez bien que ça bloque, vous avez du mal à faire passer certains discours sur la durabilité, notamment l'impact financier, c'est typiquement ça peut débloquer typiquement ce genre de situation. Sur le bilan, par exemple, également, il y a beaucoup d'autres solutions qu'on peut activer. Bon, à commencer par la gouvernance de la triple valeur, la façon de décliner un modèle d'affaires durable, les enjeux de connectivité, on a un peu touché du doigt entre les données financières et les données extra-financières, le fait de fixer des prix internes, comment on peut faire ça. Il y a beaucoup à dire sur le reporting de durabilité, la CSRD, sur le contrôle interne des données de durabilité, sur les budgets extra-FI, sur les due diligence RSE, de gros enjeux sur les systèmes d'information parce que les données extra-FI, c'est comme les données FI, ça consomme beaucoup en termes de systèmes d'information. On peut d'ailleurs miser peut-être sur l'intelligence artificielle à cette fin. Il va falloir développer des nouveaux outils, des dashboards triple valeur, sustainable portfolio. Un jour, probablement, on va arriver à mettre en place des comptabilités triple valeur. Il existe déjà certaines comptabilités, Claire pour ne pas la citer. Et puis surtout, comment développer de nouveaux business durables, quelles opportunités aller chercher, et ce, en fonction du métier, du secteur d'activité de l'entreprise. Et tout ça peut s'illustrer avec des exemples passionnants. Nexan, on en a parlé très brièvement. Je vous invite à regarder également ce que fait l'entreprise Deschaumes, qui fabrique des parquets massifs et puis l'entreprise donne pour quelques-unes d'entre elles. Et donc, si tu veux conclure avant qu'on passe au lien avec les autres enjeux de la RSE et de la transition écologique que ces enjeux notamment financiers. Alors, pour conclure, j'ai posé volontairement par écrit sur 2 slides vraiment la synthèse de ce que j'ai essayé de vous passer comme message aujourd'hui. Je suis consciente que ce sont des messages qui sont des fois pas toujours évidents quand on parle d'internalisation et de monétarisation. Donc voilà, en synthèse, en conclusion, on va poser les sujets une dernière fois. Face aux risques environnementaux croissants, pouvoir s'assurer, donc l'assurabilité, est un enjeu majeur pour les entreprises. Et l'adaptation, les politiques d'adaptation sont la principale solution
permettant à une entreprise de continuer à assurer son patrimoine, et ce, à des conditions économiquement acceptables pour les finances de l'entreprise. La notion d'internalisation dans les comptes des entreprises et la monétarisation des externalités, vous avez bien compris que c'est un mécanisme fondamental. Donc, les impacts sociaux, environnementaux, qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs des entreprises, se retrouvent dorénavant dans les comptes des entreprises, au bilan en compte de résultats et donc dans leur valorisation. En l'absence de plan d'adaptation, les actifs pourront subir des pertes de valeur. À l'inverse, les nouveaux actifs environnementaux qui commencent d'émerger, même s'il faut quelquefois, pour certains d'entre eux, les traiter avec précaution, peuvent contribuer à valoriser les entreprises générant des impacts positifs. La décarbonation est rentable, on l'a vu avec l'étude du BCG, jusqu'à 7%, 7 points de chiffre d'affaires pour 25% des entreprises. Et réduire les consommations de ressources permettra de compenser l'inflation verte. Basculer vers de nouveaux modèles économiques est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Les cycles et processus financiers extra-financiers vont devoir s'intégrer de plus en plus. Les données financières et extra-financières vont devoir également fusionner. C'est ce qu'on appelle l'enjeu de connectivité. Et tout ça doit déboucher sur des KPI qui vont devenir double ou triple valeur. Typiquement, l'exemple de la marge ramenée à la quantité d'équivalence CO2. On ne rappellera jamais assez que le coût de la transition, et ça toutes les études le démontrent, est infiniment inférieur au coût de l'absence de transition. Et pour avoir été des fois face à l'objection, la durabilité ça coûte cher, la CSRD ça coûte cher, moi j'ai une réponse très simple à partager aux dirigeants, y compris au DAF, c'est de dire que ce qui va coûter bien plus cher que la CSRD, c'est le jour où survient un risque et que ce risque n'est pas maîtrisé, risque de toute nature, hein, que ce soit sur la réputation d'une entreprise ou risque de transition et j'en passe. Et dernier point que je veux vous partager, c'est que dans un contexte où les finances publiques sont exsangues, on le voit actuellement en France, il est indispensable d'engager les entreprises dans la maîtrise financière de la transition, parce qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics que les pouvoirs publics financent la transition. Ils ne pourront le faire que de manière extrêmement limitée. Donc ça va être aux entreprises, à travers leur modèle économique et à travers la maîtrise financière de la transition, de s'engager dans cette bataille et de la gagner. Je rappelle à toute fin utile que la transition est estimée à 3-4% du PIB français chaque année, ce qui représente quand même au bas mot 100 milliards d'euros, que vont devoir porter à la fois les entreprises et à la fois les ménages. Voilà. Moi, je trouve cet enjeu absolument, avec ma double casquette, absolument euh, passionnant. Voilà. Hmm. Hmm. Il faudrait des heures potentiellement pour approfondir tous ces sujets en profondeur. Là, j'ai essayé de vous partager mon enthousiasme sur des sujets clés en, on va dire, 40 minutes chrono. Voilà ce qu'on peut faire en 40 minutes. Ouais, et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup, Béatrice. Ça fait penser à ces dernières slides, les deux dernières slides, l'aspect nouveau modèle économique qu'on a pu voir et l'aspect d'adaptation. On a un webinaire qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, fin 2024, qui était sur ces sujets d'adaptation et d'adaptation au dérèglement climatique notamment, et puis sujet d'adaptation et de modification des modèles économiques. Et on a des processus de conseils qui peuvent apporter cela en lien avec les enjeux financiers du coup et l'expertise de Béatrice. Notamment chez nous, Liliane Mundil et Jérôme Cuny qui ont fait ce super webinaire que je vous conseille et que vous recevrez dans le lien juste après. Alors au-delà de cet aspect purement financier et extra-financier surtout qu'on a vu aujourd'hui et comment faire le lien avec la stratégie de l'entreprise, il y a évidemment l'aspect réglementaire sur lequel on a aussi fait un webinaire qui peut intervenir. Donc Connection Leadership, on accompagne cet aspect réglementation et mise en lien avec de l'entreprise avec la réglementation de la CSRD. Et ce qui est
particulièrement important pour nous dans cet aspect de changement stratégique et de changement réglementaire, c'est de faire le lien, justement, comme je le disais au début, avec les enjeux humains. Euh, pour beaucoup, la CSRD, vue un peu rébarbative, comme un nouveau reporting ou des nouveaux reporting à produire, des nouveaux chiffres à aller récupérer. C'est le cas, c'est beaucoup de contraintes, c'est le cas. Mais c'est aussi une vraie opportunité de justement entamer les transformations dont on a parlé, soit de modèle économique, d'adaptation, ou encore évidemment d'atténuation avec l'aspect plan d'action, diminuer les impacts et les externalités de l'entreprise. On a des procédures qui permettent d'accompagner les entreprises sur le chemin vers la conformité CSRD depuis l'embarquement de la direction, l'embarquement de toutes les parties prenantes, qui est important dans un premier temps, faire comprendre à tout le monde, toutes les personnes qui vont être impliquées, en quoi ça consiste et pourquoi on le fait. C'est vraiment très important dans cette démarche CSRD si on veut qu'elle réussisse et qu'elle soit bénéfique à l'entreprise et pas simplement une contrainte. Donc, cette première étape-là, elle est vraiment cruciale. La deuxième étape, c'est d'accompagner sur la double matérialité qui consiste à matérialiser donc sur financier, extra-financier, et puis comment cette entreprise-là, votre entreprise, impacte aussi à l'extérieur, positivement et négativement, son environnement au sens large, c'est-à-dire ses différentes parties prenantes. Donc là, on va, dans le cadre de la CSRD, prendre en compte de nouveaux critères comme la comptabilité carbone, la comptabilité biodiversité, si vous avez un impact effectif dessus, une matérialité et ensuite, il y a tout l'aspect mise en place de plans d'action, donc c'est-à-dire comment aller récupérer ces données et comment comment améliorer ces données-là. Et puis, on vous aide dans l'aspect très opérationnel de comment les récupérer et dans l'implémentation d'outils éventuellement, ainsi que dans l'accompagnement d'un manager de projet externalisé. C'est une démarche qui prend beaucoup de temps, dans laquelle il y a besoin d'huile dans les rouages, entre guillemets, de nos expertises en matière de transformation, puisque pour nous, c'est une transformation non pas comme une autre, puisqu'elle est bien spécifique, mais dans certains procédés, on peut la comparer à de nombreuses transformations qui ont eu lieu pour vos entreprises. Là, de nouveau, pour expliquer la spécificité de Connection Leadership, c'est que dans un processus de transformation, on prend notamment, on se fixe sur ce cadran de Wilber qui explique l'organisation à travers quatre cadrans, donc à la fois côté individuel, chaque individu, on peut travailler sur chaque individu, sur ses compétences qui transparaissent à l'extérieur, mais aussi sur tout ce qui va l'aider à l'intérieur de lui-même à donner entre guillemets le meilleur de lui-même. Et puis, de la même façon, sur le collectif, travailler sur à la fois l'interne, tout ce qui concerne les valeurs de l'entreprise, la raison d'être, ses objectifs, et puis tout ce qui va en transparaître à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on réussit une transformation, c'est quelle que soit l'action que l'on mène, en faisant un diagnostic, en faisant une vision un peu à 360 à travers l'ensemble de ces quatre dimensions. Euh, on aide dans nos transformations grâce à de nombreux programmes de formation qui sont sur les enjeux de transition écologique et de RSE, quel que soit le niveau de maturité de l'entreprise. Ça va de aider un comité de direction à être sensibilisé et à concevoir un projet de transition, jusqu'à des enjeux d'accompagnement très concrets, de projets d'investissement avec la formation sur des sujets très techniques, comment investir sur la décarbonation, comment investir sur la biodiversité, la dimension de l'eau dont on a déjà parlé, etc. On a des programmes de formation pour tout niveau de maturité et sur de très nombreux sujets, puisqu'on a environ 45 programmes de formation sur ces enjeux-là, et qui font lien, là aussi, avec les enjeux financiers et extra-financiers.
dont on a parlé aujourd'hui. L'intérêt d'avoir autant aussi de programmes de formation, c'est de pouvoir faire des parcours sur mesure en fonction de vos enjeux. Donc là, je donne un exemple de parcours qui va de la construction stratégique d'un plan de transition pour une direction, jusqu'à ces formations plus techniques pour des directeurs plus opérationnels, et puis pour des leaders de la transformation, les leaders chez vous de la transition. Souvent, ça se fait à travers des responsables ou des ambassadeurs de la RSE sur chacun de leurs sujets. On va leur donner des clés de leadership, des clés de gestion de projet, des clés d'animation, d'intelligence collective. Et puis, on parlait d'innovation durable. Voilà, on a des protocoles de conseil qui peuvent vous aider, basés notamment sur la théorie U, qui peuvent aider justement à faire émerger de nouveaux projets et à les mettre très concrètement en action. Euh, et puis, on suit la théorie U qui dit qu'on fait une transformation plus efficace, non pas en ligne droite d'un point A à un point B, mais en faisant un U qui relie ce point A au point B, en aidant les équipes à laisser ce qui est fait de côté, en allant chercher des innovations et en les mettant en action avec le développement plus concret de ces innovations-là sur le terrain. Et puis, il y a des enjeux humains aussi dans la transition écologique. Et donc, comme vous l'avez compris, soit à travers de l'organisation, soit à travers les compétences, on aide les entreprises à faire le lien entre notamment les ressources humaines, la gestion de compétences, la prévision des recrutements, la prévision des formations, évidemment, avec tous les enjeux de la transition écologique. Et c'est des choses qui peuvent être permises à travers des protocoles comme le DIAG, RH Transition écologique, qui peut être aussi financé pour les PME d'ailleurs et par l'Europe-Pro. Voilà, des exemples d'accompagnement qui sont disponibles et dont on sera ravi de discuter avec vous évidemment. Je rappelle que vous recevrez tous le lien vers le webinaire du jour. Je rappelle qu'on a encore un petit peu de temps si vous le souhaitez pour que vous posiez vos questions et réponses. On sera ravis dans les 5 minutes prochaines avec Béatrice de répondre à ces questions. Et puis, si jamais vous n'avez pas et que vous souhaitez nous quitter pour aller déjeuner, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à tous et encore un grand merci pour votre participation aujourd'hui. Le chat est encore ouvert. Merci Karine pour ce témoignage. Merci Alexia également. Merci Karine, merci Alexia. Merci Elisabeth. Elisabeth, il y a une petite team écoleur là. J'espère que ça vous a donné envie. On vous laisse encore un petit peu de temps pour poser vos questions. Et puis on va se déconnecter si on n'en voit pas d'ici 1 minute. Je ne sais pas si j'ai posté la réponse sur le ROI de l'eau de Michelin. Ah, Est-ce qu'elle a été postée à tout le monde? alors peut-être que si elle n'a pas été postée, tu peux le... Donc, en 2 mots, dans un Oui. projet d'investissement qui permet de faire des économies d'eau, il est évident que la rentabilité du projet va être nettement meilleure si on valorise les économies d'eau à 5 euros le mètre cube plutôt qu'à 0,9 euros le mètre cube. Donc, c'est ça aussi l'intérêt des prix internes, c'est dans un projet d'investissement, les valoriser avec ce prix interne qui est plus élevé que la réalité, parce que ça donne un meilleur retour sur investissement pour les investissements en faveur de la durabilité. C'était Isabelle Baran qui avait posé cette question. Oui, tout à fait. Merci Isabelle.
Bon, bah, je crois qu'on peut vous dire encore merci et au revoir, et puis à, à disposition pour vos questions. Vous pourrez nous répondre notamment sur le mail qui vous sera envoyé avec le lien du webinaire. Et, euh, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.